Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis matins en direct, c'est le libre journal des controverses. Alors avant ça, je tiens à saluer mes prédécesseurs, le libre journal des géopolitiques profondes, Nicolas Stocker en patron, assisté de Lara Stam. Ils avaient comme invité exceptionnel et ils ont réussi à le faire sortir en matinale. Notre ami Pierre Jovanovic. Excellente émission comme toujours. Je salue Arnaud à la technique. Il remplace Virginie Mimi Glam. Elle a peut-être fait trop de concerts hier soir et donc du coup, elle a dû être remplacée, j'imagine. Enfin, j'imagine. Hein. Voilà. Donc c'est Arnaud à la technique que je salue aussi. Et bien entendu, Patrice, l'homme à la plus belle écriture de Radio Courtoisie. Il prendra tous vos commentaires, il prendra toutes vos questions. Et je sais qu'aujourd'hui, vous en aurez énormément parce qu'on va revenir sur la période crise sanitaire. Voilà, on parlera de la crise sanitaire. Il y a eu une information qui, bien entendu, n'a pas fait les gros titres des journaux. Enfin, si, elle a fait pour le coup le gros titre des journaux parce que la Cour de justice de la République a absous, voilà, elle a absous les Édouard Philippe, les Agnès Buzyn, les Olivier Véran, et elle a dit non, mais ce n'est pas de leur faute, ils ont été tellement bons, tellement formidables. Ah ben, je passe les cafés maintenant, voilà, tenez, voilà, un petit café, voilà. On passe les cafés à Radio Courtoisie, c'est le direct, c'est comme ça. Donc, voilà. Agnès Buzyn, Édouard Philippe, Olivier Véran et tous ces gens, visiblement pour la Cour de justice de la République, ont fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Et donc on va en parler avec Maître David Guyon. Vous le connaissez tous, vous le voyez très souvent sur YouTube. Il est toujours l'avocat des soignants suspendus. Il est aussi dorénavant l'avocat sur les ZF. Les fameuses zones de je sais plus quoi, enfin bref, il y a tellement d'acronymes dans ce pays liés à tout, mais la ZFE, je crois que c'est lié à l'écologie et aux voitures, à la voiture, voilà, vous ne pourrez plus circuler dans les grandes villes si votre voiture a plus de 10 ou 15 ans, je ne sais plus, moi vous savez tous que je n'ai pas le permis, je n'y connais pas trop en voiture, mais encore voilà, on voit que toutes les questions mondialistes, toutes les questions liées à Davos et compagnie se font entre les domaines de la santé et le domaine écolo. C'est le doublé gagnant. Bonjour cher maître. Bonjour Mike. Alors d'abord, voilà, vous étiez l'avocat des soignants, enfin vous êtes toujours, pardon, l'avocat des soignants suspendus. Où ça en est là, les soignants suspendus? Alors je sais qu'ils ont pu revenir, mais j'imagine qu'il y a quand même des indemnités qui doivent être versées à ces gens qui ont perdu 18 mois de vie, si je puis dire. 20 mois exactement, entre le 15 septembre 2021 et le 15 mai 2023, suspendus sans aucune rémunération. Ça n'existait pas en fait avant la crise sanitaire. C'est la seule obligation vaccinale qui est assortie d'une suspension sans rémunération. Et effectivement, le 31 décembre 2024 était une première étape, c'est-à-dire une étape qui nous permettait d'éviter tout débat sur la prescription. Règle un peu technique, mais qui vous dit qu'en fait vous avez un compte à rebours pour agir, 4 ans, et si vous n'agissez pas dans les délais, c'est terminé. Donc c'est la raison pour laquelle le 31 décembre 2024 était une date importante, mais rappelons-le encore, il est encore temps d'agir. Et pour ça, il faut déterminer si on a un préjudice suffisamment grave, parce que la stratégie qui est proposée, c'est de dire, très bien, la crise sanitaire, l'obligation vaccinale, tout a été jugé comme étant légal, c'est la vérité judiciaire, elle s'impose à nous, aussi désagréable que ce soit, mais elle s'impose à nous. Donc pour demander une indemnisation, aujourd'hui, on est dans un rapport purement arithmétique. Est-ce que votre préjudice est assez grave financièrement pour justifier une indemnisation? Si c'est le cas, vous êtes indemnisé, même si tout a été jugé parfaitement légal. Mais dites-moi, vous qui êtes juriste, cette suspension, est-ce qu'elle est... bon, elle est passée par la loi, certes, mais est-ce que cette loi de la suspension, est-ce que l'on sait aujourd'hui si elle est constitutionnelle, si elle est légale, si je puis dire? Parce qu'on est parti quand même, on est sorti de tout cadre du droit du travail.
Ah, c'est une exception, une énorme entorse au droit du travail et même aux garanties des agents publics également, hein, parce que la fonction publique, notamment les agents publics, il faut retenir une chose, c'est que vous faites vœu de pauvreté parce que vous ne serez jamais riche dans la fonction publique. Vous êtes moins bien payé dans le privé. Par contre, la garantie qu'on vous donne, c'est que vous avez un emploi à vie. Et là, avec la loi du 5 août 2021, on vous dit en fait, vous n'avez pas d'emploi à vie. Votre situation, elle est finalement précaire parce qu'on peut changer les règles du jeu en cours de jeu. Et ça, c'est terrible. Ça a vraiment mis fin à des personnes qui ont perdu la vocation du soin. Et on a perdu énormément de soignants pendant cette période. La loi du 5 août, est-ce qu'elle est constitutionnelle? Est-ce qu'elle respecte des libertés fondamentales? À mon sens, évidemment que non. En tant que constitutionnaliste, ça me paraît assez évident qu'un nombre incalculable de libertés fondamentales protégées par la Constitution sont malheureusement fracassées par la loi du 5 août 2021. Une première décision du Conseil constitutionnel avait été rendue, mais uniquement sur l'aspect passe sanitaire. Et sur l'obligation vaccinale, la LFI, c'est là que vous verrez qu'effectivement, c'est vraiment, pour le coup, ils sont pas contre le système, ils sont à l'intérieur du système. Ils ont contesté uniquement le délai qui avait été laissé aux soignants libéraux pour se mettre en conformité avec l'obligation vaccinale. En d'autres termes, c'était de dire, vous leur laissez seulement un mois jusqu'au 15 octobre 2021, c'est pas assez, vous devriez leur laisser un peu plus. Mais le principe même de l'obligation vaccinale n'avait jamais été remis en cause. Et donc, nous n'avons pas de décision du Conseil constitutionnel sur le fait de savoir si c'est vraiment conforme ou non, notamment à la liberté individuelle. Est-ce que je suis libre de disposer de mon corps? Et si je ne suis pas parce qu'on m'impose une injection, est-ce que je peux finalement la refuser sans subir la violence économique? Mais ça va aussi au-delà de ça. C'est-à-dire que dorénavant, parce qu'il y a eu un précédent, on pourra, pour d'autres métiers, suspendre arbitrairement des gens. Alors oui, Mike, vous soulignez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que, je l'ai toujours dit, les soignants suspendus sont la première catégorie de citoyens suspendus. On a créé un précédent, on a vu que c'était possible, on a constaté que les juges étaient capables de dire qu'il n'y avait pas de problème, ce qui est vraiment dégueulasse, il faut le dire. Et on a vu que, notamment avec le convoi de la liberté, de l'autre outre-Atlantique, on a été capable de bloquer les comptes bancaires, notamment des camionneurs qui, justement, étaient en train de faire trembler le pouvoir. Les prochains gilets jaunes, vous pouvez être sûr, ce sont les prochains suspendus. C'est-à-dire qu'on pourra aussi, j'imagine, bloquer les comptes en banque des gens ici en France. Ah oui, Ça se fait déjà un peu, hein. C'est-à-dire qu'il y a on voit des associations proches de Radio Courtoisie, hein, des amis comme, je sais pas moi, Némésis par exemple, voient leur compte bancaire justement suspendu. alors, le blocage de compte bancaire, effectivement, ce sont des mesures qui existent, des mesures d'exécution forcée, ça existe, mais c'est encadré juridiquement. Vous pouvez les contester, vous pouvez quand même faire un certain nombre de choses. Là, on parle vraiment d'une suspension complètement arbitraire où du jour au lendemain, votre banque vous explique que votre argent n'est plus votre argent. C'est déjà le cas pour le coup, hein. Parce que lorsque vous voulez retirer, je sais pas moi, 1000 euros, là, on vous demande pourquoi vous voulez les retirer. Donc on se demande si vraiment c'est notre argent. Tout à fait. Non, mais effectivement, quand un Américain constate les règles bancaires qui s'appliquent en France, on se pose vraiment la question de savoir si on est encore libre. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Vous avez bien compris, Mike, qu'aujourd'hui, clairement, le terreau est déjà hyper fertile pour faire en sorte qu'on puisse arriver de plus en plus à une suspension de n'importe quel citoyen qui serait un contestataire supposé dangereux du gouvernement en place. C'est-à-dire que, voilà, vous confirmez pour revenir aux soignants suspendus qu'on ne sait pas si c'est constitutionnel ou pas. Parce que en réalité, on n'a pas posé la question. On n'a pas posé la question, donc le Conseil constitutionnel n'a pas répondu à une question qu'on ne lui a pas posée. Toutes les QPC, c'est-à-dire questions prioritaires de constitutionnalité, c'est-à-dire on demande pendant un procès à ce qu'on saisisse le juge constitutionnel pour savoir si l'obligation vaccinale, et notamment les articles 12 et 13, étaient conformes à la Constitution. Chaque fois, le Conseil d'État a botté en touche en disant non, mais c'est pas très sérieux votre question. Pourquoi? Parce que, voilà, vous n'avez pas de réponse et parce que c'est comme ça. Mais comment se fait-il qu'aucun parti qui était présent à l'Assemblée nationale n'a posé cette question de constitutionnalité des soignants suspendus? Ni LFI, vous venez de le confirmer, ni RN. Alors peut-être qu'à l'époque, ils n'avaient pas assez de députés. Donc, J'en avais assez. Ah, ils en avaient assez? Bon. Et pourquoi justement aucun parti, même d'opposition à M. Macron, ni le PS, ni les Verts, ni que sais-je, n'ont posé cette question, quoi. Alors que là, on aurait gagné du temps, en fait. On aurait gagné du temps, évidemment. Ils pouvaient le faire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais envie de parler d'opposition contrôlée. Là, pour le coup, vous avez vraiment l'illustration parfaite de ce qu'est l'opposition contrôlée, c'est-à-dire de ne pas poser
les questions qu'il aurait fallu poser au moment où elle pouvait le poser, tant le RN que LFI, hein, les deux sont aussi fautifs l'un que l'autre. Il y a deux raisons à ça. Soit ce sont manifestement des questions qui ne les intéressent pas, et on peut le comprendre parce que, encore une fois, vous savez, la crise sanitaire, on ne l'a pas tous vécue de la même manière. Vous aviez ceux qui étaient profondément meurtris et atteints par les questions de liberté qui étaient en jeu, j'en faisais partie, et vous avez ceux pour lesquels, finalement, une injection, ça permettait de retrouver une vie normale, et on ne voit pas où est le problème. Et ils étaient très nombreux, ces personnes. Et on doit les retrouver forcément sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et puis vous avez la deuxième question, c'est est-ce qu'ils étaient simplement peut-être juste incompétents? Parce que je sais très bien qu'il y a des constitutionnalistes, des confrères, comme notre confrère Divisio, qui avaient écrit aux députés pour leur dire voilà les questions que vous devez poser, et merci de les poser. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait. Bon, chacun jugera de ce que les partis, les uns les autres, sont en réalité. On va parler un peu de ce ZFE. Je voudrais avoir un petit mot parce que ça vient d'arriver. Et puis vous travaillez dessus. Bien entendu, après, nous reviendrons sur le sujet principal. La ZFE, et surtout qu'en plus à Paris, voilà, ça va être appliqué très vite. Enfin, c'est déjà appliqué et ça va être, appliqué de manière zélée, j'imagine. Hein. Voilà, parce que Paris, c'est vraiment le laboratoire d'un peu ce que tout le mondialisme peut mettre de mauvais en soi. Le ZFE, vous êtes... dites-nous un peu, tiens, pour le coup, ce que c'est réellement ce ZFE. À quel moment les gens commenceront à avoir ces amendes? Et est-ce que là aussi, on est dans quelque chose de constitutionnel? Alors les ZFE, les zones à faible émission. Moi, je les appelle les zones à forte exclusion. C'est pas moi qui ai inventé cette expression, mais effectivement, je trouve que c'est clairement l'illustration de ce que c'est-à-dire un pass écologique dans lequel votre liberté d'aller et venir, de circuler, va devenir facultative et dépendra du respect de critères qui sont subjectifs et évolutifs. D'accord ? Le critère 3, c'est quoi ? C'est tous les véhicules qui ont été mis en circulation avant le 31 décembre 2010 sont considérés automatiquement, quel que soit le modèle, la puissance ou autre, comme étant des véhicules polluants. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus circuler dans certaines zones. Autre mesure, depuis le 1er janvier 2025, c'est là il y a quelques jours, hein, ce sont dorénavant toutes les grandes métropoles de plus de 150 000 habitants qui sont concernées par les ZFE. Est-ce que ça, c'est la loi ou c'est une directive d'un maire? Alors, la loi de 2018 a instauré les ZFE, c'est pas nouveau. Elle avait fixé un calendrier qui était connu à l'avance, donc 1er janvier 2025 était une étape importante. Et après, ce sont les établissements publics intercommunaux, donc les métropoles, les communautés de communes, qui décident si elles veulent mettre en œuvre ou non des ZFE en fonction de critères de qualité de l'air. Donc c'est facultatif. Et nous, par exemple, sur Montpellier, on se retrouve avec des maires qui sont plutôt à gauche sur l'échiquier politique, qui se rendent compte du caractère extrêmement liberticide, mais également extrêmement discriminant envers notamment les catégories sociales les plus défavorisées de ce type de mesures, et qui ont décidé, notamment à Montpellier, mais on verra dans d'autres ZFE, à mon avis c'est également le même cas, de temporiser et de ne plus appliquer la loi. Sauf qu'à partir du moment où vous avez mis le doigt dans l'engrenage, vous n'avez plus vraiment le choix. On n'applique pas la loi si on a envie, en fait. On applique la loi parce que vous avez décidé de vous soumettre à cette mesure qui était la ZFE. Vous l'avez instaurée sur le périmètre de votre territoire. Maintenant, vous devez l'appliquer. Mais, Mike, vous le savez très bien, en 2026, on va assister à un printemps fleuri, un printemps d'élections municipales. Et évidemment, quand vous sanctionnez financièrement une grosse partie de votre électorat, ça pose problème. Sauf qu'une tolérance, le fait de ne pas appliquer les contraventions 68 € et 135 € pour les ZFE, ça reste pas un droit. Une tolérance n'est pas un droit. C'est-à-dire que demain, si vous décidez d'appuyer sur le bouton, vous l'activez, et à partir de ce moment-là, vous mettez des millions de personnes sur le banc de la grande précarité, de la financière et naturellement écologique, parce qu'on ne pourra pas tous changer de véhicule, on ne pourra pas tous se dispenser de circuler dans ces zones. C'est pas uniquement les grandes villes, c'est les métropoles. Notamment sur Montpellier, c'est tous les petits villages aux alentours. Donc c'est des millions de personnes qui sont concernées. À Paris, c'est toute la couronne et c'est Paris même. C'est-à-dire que c'est Paris et 92, 93, 94 qui sont concernés. Effectivement, une grosse partie, c'est une grosse partie de Paris, donc c'est pas simplement Paris. Et donc ces mesures qui viennent s'ajouter évidemment à toutes les autres mesures de contrôle, parce que dorénavant vous avez les voies classées, vous savez, pour
pour certaines zones où vous devez rouler évidemment avec des passagers, sinon vous pouvez plus circuler dans ces zones-là. Vous pouvez être verbalisé par de la vidéosurveillance qui est à base d'AI, non d'IA. Donc évidemment, tout ça vient s'ajouter aux ZFE et on voit vraiment clairement que tout est fait pour contraindre par la force, par l'écologie punitive, les citoyens à adopter un nouveau comportement qui a été voulu par nos élites, qui eux-mêmes ne sont pas concernés par les mesures qu'ils sont en train de nous infliger. Surtout que voilà, une voiture de 2010, ça fonctionne encore très bien, même de 2000, hein, si elle est bien entretenue, ça fonctionne encore très très bien. Et faut pas oublier que moi je vois sur les publicités à la télévision que les voitures, elles ont été vachement majorées au niveau du prix, dans le sens où, étant donné qu'elles ont dorénavant beaucoup d'électronique, j'ai l'impression qu'elles valent 10 voire 15 000 euros parfois de plus sur un modèle à peu près équivalent qu'en 2010. Alors c'est pas une impression, hein, ça vaut vraiment beaucoup plus cher. Voilà, c'est ça. Parce que le coût des matériaux, la crise ukrainienne a eu bon dos évidemment, mais ça a fait augmenter le prix de l'énergie, le prix des matériaux, et donc évidemment aujourd'hui un véhicule vaut beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans. Le même modèle vaut beaucoup plus cher. C'est fou quoi. Et donc du coup, ça concerne combien de personnes qui sont dans des voitures avant, qui sont répertoriées avant 2010? Alors, on n'a pas les chiffres officiels, c'est compliqué d'avoir ces chiffres-là. Par contre, évidemment, c'est aujourd'hui, moi, constamment, mon cabinet est constamment saisi de ces questions-là, parce que on a communiqué sur nos réseaux en expliquant que la ZFE de Montpellier ferait partie de la première ZFE qu'on contesterait. On veut voir déjà si nos arguments peuvent fonctionner. Nous, ce qu'on va contester, c'est principalement les critères qui ont mis en œuvre la ZFE. Je pense que le principe même de la ZFE, vous ne pourrez pas le faire tomber parce que c'est la loi qui le prévoit. Par contre, les critères d'application locale d'une ZFE, vous pouvez les faire tomber. Comment ? Vous considérez que les critères de qualité de l'air qui ont justifié la mise en œuvre à l'époque ont évolué avec le temps. Exemple, Paris, c'est assez simple de considérer quand même qu'il y a beaucoup moins de circulation qu'il y a 10 ans. Et qu'évidemment, la qualité de l'air doit forcément être bien meilleure aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toujours justifié ? Je ne sais pas, parce que si la qualité de l'air est meilleure, étant donné qu'il y a de plus en plus d'embouteillages sur Paris, étant donné que les voies de vélo qui n'existaient pas se sont créées et sont devenues immenses. Par exemple, tiens, rue de Rivoli, il y a dorénavant une seule voie. Circuler dans Paris, c'est un enfer. Mais bon, le truc, c'est que Madame Hidalgo n'a pas d'électeurs. Enfin, je veux dire, ces électeurs, pour la plupart, ne roulent pas en voiture. Oui, tout à fait. Donc elle s'en fout. L'incarnation du bobo parisien, effectivement. Pas pour autant qu'il faut les stigmatiser, mais pour moi, déjà, ça fait partie du premier élément, c'est est-ce que c'est toujours justifié à l'heure actuelle ? Évidemment, la situation évolue, les villes évoluent. Le sens de l'histoire, c'est quand même plutôt des villes de plus en plus piétonnes, avec forcément une éjection des automobilistes à l'extérieur des villes. Alors, je rappelle le nom de notre ami, Maître David Guyon. On me demande déjà comment vous contacter. Sur le site déjà, Maître David Guyon. Contact. Et oui, je parle aussi encore du ZFE, parce que j'imagine que nombre de nos auditeurs auront des problèmes à l'avenir. Vous pensez que juridiquement, il y a des choses à faire, donc du coup, contre la décision de Madame Hidalgo ? Oui, moi, je vous ai dit, je pense à 3-4 arguments qui me paraissent déployables sur n'importe quel ZFE qu'on est, nous, en train de déployer sur Montpellier. Premier, est-ce que les critères qui, à l'époque, avaient justifié l'instauration d'une ZFE sont toujours d'actualité ? Vous verrez qu'il y a vraiment matière à discuter. La deuxième, c'est est-ce que la liberté d'aller et venir n'est pas manifestement et de manière disproportionnée atteinte ? On peut réduire la liberté de circuler, la liberté d'aller et venir, mais il ne faut pas que ça dépasse un certain degré. Et là, quand on est en train de vous expliquer qu'en fait, vous n'aurez plus de véhicule et que vous allez vous retrouver du jour au lendemain sans aucune possibilité de pouvoir circuler, on peut se poser la question de la proportionnalité. La troisième, c'est le droit à la vie privée familiale. En fait, vous allez devoir complètement modifier votre vie. Vous allez devoir complètement modifier vos habitudes. Sauf que ça peut se faire dans la douceur, mais quand ça se fait dans la violence, là c'est vraiment une violence, on peut se poser exactement la même question, à savoir est-ce que c'est proportionné. Et enfin, le dernier point, c'est le principe du droit de propriété. Je me retrouve spolié de mon véhicule qui ne vaut plus rien. Je me retrouve parfois dans la difficulté de ne plus pouvoir travailler ou utiliser les outils de mon travail en raison de la ZFE. Je subis des conséquences qui sont manifestement disproportionnées, comme les soignants suspendus, et je peux demander une indemnisation, quand bien même la ZFE serait jugée comme étant parfaitement légale. Mais pour ça, il faut contester ce type de mesures, et n'importe quel citoyen peut saisir le tribunal administratif applicable devant chez lui.
Tiens, maître David Guyon, si des gens parmi nos auditeurs veulent vous contacter sur votre site. Oui, sur mon site. Après, je suis vraiment présent sur tous les réseaux. C'est très facile de rentrer en contact. À chaque fois, il y a mon site internet, il y a nos différents réseaux. Et on a nos adorables secrétaires qui répondent du lundi au vendredi au téléphone et qui se feront un plaisir de vous renseigner. Maître David Guyon, une dernière question au sujet de la ZFE. Mais si le tribunal, par exemple, dit oui, mais attendez, monsieur, dame, vous avez, peut-être qu'à Montpellier, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, à Paris, vous avez les RER, les métros, utilisez votre carte Navigo pour travailler. Pourquoi voulez-vous utiliser la voiture? Bah, c'est là où il faut essayer de démontrer qu'en réalité, c'est pas une question de est-ce que la circulation en véhicule est le seul et unique moyen. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que c'est justifié, nécessaire et proportionné que j'ai cette restriction de liberté. Dans une démocratie libérale, ce que nous sommes officiellement, même si aujourd'hui j'ai de plus en plus de doutes, le principe c'est la liberté. Je suis libre de circuler. Par exception, il peut exister des restrictions, mais attention, comme nous sommes dans une société libérale, il y a 3 conditions. Il faut que ce soit nécessaire, il faut que ce soit utile, il faut que ce soit proportionné. Nécessaire, on a le but de lutter contre la pollution de l'air. Et ça permet de le faire. Ok, il faut le démontrer. C'est utile, effectivement, ça permet d'atteindre effectivement le résultat qui était souhaité, il faut le démontrer. Et troisièmement, c'est proportionné. Je ne peux pas prendre de mesures moins restrictives pour atteindre le même résultat. Et ces 3 conditions, elles doivent être démontrées préalablement, elles ne doivent pas être démontrées après. Aujourd'hui, depuis un peu plus de 10 ans, on nous demande quoi? On nous demande de croire sur parole le gouvernement. Eh bien ça, c'est discutable et on peut faire tomber ce type de mesures devant le tribunal. Et malheureusement, aujourd'hui, les recours contre les ZFE, franchement, il n'y en a quasiment pas. Bon, en tout cas, vous pouvez contacter Maître David Guyon si vous-même êtes dans ce cas d'avoir une voiture avant 2010 et devez circuler dans Paris. On va venir là sur justement ce jugement de la Cour de justice de la République sur la crise sanitaire, concernant la crise sanitaire. Il faut se dire, elle a absous en gros les Édouard Philippe, les Buzyn, les Olivier Véran. Globalement, ils ont bien travaillé d'après la Cour, quoi. C'est ça en fait. Alors la Cour pour l'instant ne s'est pas prononcée officiellement. C'est le procureur de la République qui était chargé effectivement de l'instruction de cette affaire, qui a informé par voie de presse que les éléments qui étaient à charge n'étaient pas suffisants pour pouvoir prononcer une éventuelle poursuite, une mise en examen des différents ministres. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Et évidemment, derrière, on se doute, mais on ne l'a pas encore officiellement, la Cour de justice de la République rendra une décision, nécessairement qui sera de non-lieu, puisque ce qu'on nous dit, c'est que il ne s'est rien passé. Voilà. C'est ça le message qui passe, c'est il ne s'est rien passé, circuler, il n'y a rien à voir. Alors d'abord, combien d'avocats ont saisi la Cour? Puis j'imagine que ça devait être un travail faramineux de ces avocats, travail sérieux aussi. Voilà, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors, moi, je ne suis pas au courant de toutes les plaintes. Évidemment, j'ai celle de notre confrère Divisio, que je profite de saluer à l'occasion de cette émission, qui était peut-être la plus médiatique. Mais évidemment, il y avait d'autres, il y avait des milliers de plaintes qui avaient été déposées devant la Cour de justice de la République. Ce que moi, je sais du dossier, c'est par l'intermédiaire, évidemment, de dossiers que je traite et pour lesquels il y a ces mêmes personnes qui sont également devant la Cour de justice de la République. Donc, c'est une vision indirecte que j'ai de ce dossier avec un regard un peu extérieur qui me permet de comprendre qu'évidemment, la Cour de justice de la République, il n'y avait quand même pas grand-chose à attendre d'elle depuis le début. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà très bien son fonctionnement depuis 1993. On voit très bien les failles qu'il y avait déjà à l'époque du sang contaminé, responsable mais pas coupable. Et évidemment, on se doutait dès 2020 qu'on allait aller dans le même sens. Pour autant, il fallait le faire. Il fallait le faire parce que je pense qu'aujourd'hui, les citoyens demandent de plus en plus de comptes auprès de leurs responsables politiques, et encore plus quand on est face à un scandale sanitaire d'ampleur majeure, comme c'était le cas pour la crise de la Covid-19, parce qu'en mars 2020, ce qu'on découvre, c'est que nous ne sommes pas prêts face à une crise. Pourtant, dès 2004, nous avions toute une série de rapports qui avaient été faits et qui expliquaient à la France, aux institutions, aux hommes politiques, comment faire pour gérer une crise sanitaire. Et en 2009, on avait eu la première répétition avec la crise H1N1. Et je vous rappelle, mais
Madame Roselyne Bachelot avait été moquée à l'époque parce qu'elle avait constitué un stock de vaccins qui était beaucoup trop important et qui n'avait pas été utilisé. Mais elle avait appliqué, en 2009, les préconisations d'un rapport de 2004 qui expliquait comment on devait gérer une crise sanitaire. Et en 2020, on nous explique qu'on n'a plus de masques, que les masques qu'on a sont pourris, qu'ils n'ont pas été renouvelés, et surtout, on a une ministre de la Santé qui, en pleine crise, est en train de démissionner pour aller battre sa campagne politique pour la mairie de Paris, avec le succès qu'on lui connaît. Et d'ailleurs, Madame Buzyn aujourd'hui a été recasée dans un organisme supranational. Monsieur Véran, lui, a monté sa boîte de lobbying. Tiens, voilà. Il s'est fait un petit carnet d'adresses sur les 7-8 ans qu'il est resté au gouvernement. Et donc, ces gens-là vivent leur meilleure vie, alors que officiellement, d'après un article du Figaro, 200 000 personnes déjà ont subi les effets de l'injection, et puis tant d'autres dans les EHPAD ne sont plus là. Des jeunes ont pété les plombs, si je puis dire. D'autres sont décédés aussi, tous ces gens décédés peut-être par la faute du législateur. Enfin, tous ces gens... mettons ça au conditionnel, parce que, évidemment, sinon, on va me dire « Ah, mais c'est de la diffamation », pourrait être responsable de ce capharnaüm. Hein. De toute manière, les hommes politiques endossent automatiquement et nécessairement une certaine forme de responsabilité. Ne serait-ce que politique. Je pense que toutes les personnes que vous avez citées, Buzyn, Philippe, et notre ami Véran, ne devraient plus jamais avoir de mandat politique. Ça devrait être la chose la plus logique. On ne devrait plus jamais pouvoir leur faire confiance. Et pour autant, ces personnes se retrouvent de nouveau dans des gouvernements avec des fonctions politiques et des responsabilités. On voit aujourd'hui que, en fait, c'est la récompense de la médiocrité. Agnès Buzyn qui est recasée, c'est la récompense de la médiocrité. Vous êtes nul, mais c'est pas grave. On va vous filer un autre mandat. Et ça, c'est inadmissible. Et ça sera de plus en plus inadmissible pour les citoyens parce que face à un pouvoir qui est faible et qui est incarné par des personnes médiocres, on a de l'autre côté une réponse extrêmement forte et violente à l'égard des plus fragiles. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'expliquais que je défendais les soignants suspendus, je défends les ZFE, parce qu'en fait, je serai toujours du côté des plus faibles. Je serai toujours du côté de ceux qui souffrent par la médiocrité, la méchanceté et l'utilisation du droit comme un outil d'oppression. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible et qui est anormal. Et c'est important de le dénoncer. Justement, depuis que vous avez commencé, vous sentez que l'État, de plus en plus, utilise, on va dire, une forme d'autarcie, si je puis dire? Alors, une forme d'autoritarisme. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mesures hors sol, de mesures violentes, qui sont assorties d'une sorte de soft law. C'est pas interdit, mais si vous le faites, attention à ce qui va se passer. On voit qu'on a vraiment une utilisation du droit à des fins qui sont autres que la simple bonne gestion de la vie en société. Je donne l'exemple du port du masque en extérieur, dont l'utilité est reconnue par tous, aujourd'hui, vous le savez, qui fait l'objet d'ailleurs d'une discussion pour son rétablissement à l'heure de la grippe. Évidemment, c'était une belle mesure d'affichage. Et clairement, on a l'utilisation du droit à des fins qui ne sont pas celles pour lesquelles ces pouvoirs ont été accordés. On voit qu'on a une mesure qui est inutile, disproportionnée, qui n'a jamais fait la démonstration préalable de son utilité, qui pourtant est à la fois réinstaurée et validée par les juridictions. On voit qu'on instaurait à l'époque des arrêtés préfectoraux sur l'ensemble du territoire, qui étaient renouvelés tous les 3 semaines, ce qui faisait que vous n'aviez pas le temps de pouvoir les contester. Et quand vous les contestiez en référé, en urgence, le temps que l'audience arrive, vous aviez déjà le nouvel arrêté. Donc là, c'est typiquement des mécanismes de loupard dans lequel on voit qu'on est en train de détourner complètement les règles de droit pour empêcher le citoyen et les avocats de faire leur boulot, c'est-à-dire faire en sorte que ce type de mesures n'intervienne jamais. Je remarque quand même que l'État utilise ces méthodes, vous l'avez dit, contre les plus faibles, c'est-à-dire contre ceux qui peuvent moins se défendre. Par contre, les vides juridiques ou les vices de forme, etc., sont très souvent utilisés donc, par les avocats, et l'État se couche très souvent lorsque c'est les voyous qui les utilisent. Ouais. On voit le différentiel quand même. Hein.
Il y a vraiment une justice à deux vitesses. On a à la fois donc des hommes politiques qui, devant la Cour de justice de la République, ne répondent de rien. Voilà. Mal gouverner n'est donc pas un délit. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer. Mais bon, quand vous êtes nul et que vous êtes un chef d'entreprise et que vous plantez votre boîte très méchamment et très violemment, vous pouvez aller en prison. Donc on voit qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures. Très dur avec les faibles, très mou avec les forts, les puissants. Et ça, c'est inadmissible. Est-ce qu'il faut continuer à tenir le droit, à faire en sorte qu'on emmène ces personnes à chaque fois systématiquement devant les juridictions, qu'on conteste et qu'on pourchasse toutes les mesures qui sont liberticides? Oui, j'en suis convaincu, il faut le faire. Parce que ne pas le faire, c'est considérer que c'est normal et que c'est acceptable. Et ce n'est pas acceptable. Comment justifie le procureur de ce non-lieu qu'est-ce qu'il dit exactement? Alors, ce qu'il dit en substance, c'est que, en d'autres termes, la plupart des reproches que nous faisons ne sont pas des infractions pénales. Elles ne sont pas constituées, caractérisées. Je donne un exemple. La mise en danger délibérée d'autrui, qui est donc une infraction prévue par le code pénal, exige, dans ces conditions, conditions matérielles, que vous ayez une obligation particulière de prudence ou de sécurité. En d'autres termes, il faut qu'on vous donne une action précise à accomplir, et c'est seulement et seulement si vous n'accomplissez pas cette action précise prévue par un texte que vous pouvez vous retrouver en infraction du délit de la mise en danger d'autrui. Ce que nous a dit la Cour de cassation en 2023 lorsque Agnès Buzyn a porté en cassation la mise en examen dont elle avait fait l'objet, c'est que la mise en danger délibérée d'autrui, en l'espèce pour Madame Buzyn, n'était pas caractérisée parce qu'il n'y avait pas une action précise et déterminée par un texte qui expliquait l'obligation particulière de sécurité ou de prudence qu'elle aurait dû accomplir. Si on avait eu un texte qui aurait pu dire le ministre de la Santé doit constituer un stock de masques suffisant avec le nombre de masques, la quantité et autres, on aurait eu la condition pour pouvoir la mettre en infraction par rapport à la mise en danger délibérée d'autrui. Mais cette obligation précise que je viens de citer, elle n'existe pas. Elle n'est pas prévue par les textes. Oui, mais par exemple, lorsqu'on a laissé seul, enfermer des personnes âgées en EHPAD, par exemple, ça ne l'est pas, ça une Non, parce que mise en danger vous devriez avoir un texte précis qui vous dit qu'en période de crise sanitaire, vous ne devez pas mettre et enfermer des personnes âgées et vulnérables et les laisser seules sans soins. Oui, mais on sait très bien que aucune loi ne donnera des précisions aussi importantes. Enfin, je veux dire, on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais le droit pénal est un droit qui est soumis au principe de la légalité des délits et des peines. Vous devez savoir exactement le comportement qui est réprimé. Vous devez savoir quelle est la peine prévue si vous n'adoptez pas le bon comportement. Et ça, c'est un principe qui s'applique à tous et qui bénéficie aussi, dans le cas d'espèce, à Agnès Buzyn. On aurait dû, à mon sens, en tant que citoyen, en tant que parlementaire, on aurait dû effectivement prévoir les obligations précises d'un ministre de la Santé dans ce type de situation pour pouvoir justement mettre en infraction Oui, mais regardez, les personnels politiques. c'est comme si la loi, cette précision de la loi, elle est excessivement, entre titre personnel, je la connais pas, mais je ne sais pas, je ne connais pas ce type de précision. C'est comme si, tiens, je vais prendre un exemple pour que les gens puissent comprendre. C'est comme si quelqu'un poignardait une personne et la tue, et l'avocat dit, attendez, il faut acquitter mon client parce que dans la loi, c'est vrai, on n'a pas le droit de tuer, mais il n'est pas précisé que c'est avec un couteau comme il l'a fait. Et donc, il ne savait pas. Voyez. C'est le principe du droit pénal. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent à mes étudiants. Le délit de filouterie. Qu'est-ce que c'est que le délit de filouterie? Le délit de filouterie, c'est vous venez dans un restaurant, vous commandez, vous mangez et vous partez sans payer. Est-ce que c'est du vol? Ah non, c'est pas la soustraction fraudueuse de la chose d'autrui. On vous a remis volontairement le plat. Dans les années 90, vous aviez des bandes de motards qui pratiquaient le délit de filouterie. Ils arrivaient, grand banquet, grand gueuleton, ils mangeaient, ils commandaient, puis après ils partaient sans payer. Et on avait cherché à les faire condamner sur le principe du vol. Les juridictions pénales n'ont jamais suivi sur ce principe-là. Ils ont considéré que le vol n'était pas caractérisé. Il n'y avait pas de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Les plats étaient remis volontairement. Et c'est là que les parlementaires ont dit, très bien, on a un vide juridique. On va donc créer le délit de filouterie, qui est donc un nouveau délit prévu dans le code pénal et qui réprime spécialement ce type de comportement. Donc là, ce que vous venez de décrire, Mike, c'est exactement ce qu'est le droit pénal, c'est-à-dire
la légalité des délits et des peines, vous devez connaître le comportement à réprimer et le texte qui prévoit la peine. Sans ça, effectivement, la garantie des droits et des libertés n'est plus assurée. Et on a profité ici pour le ministre de la Justice, pour la ministre de la Santé, et effectivement, c'est clairement un vide juridique qui nous a été préjudiciable, parce que les personnels politiques se retrouvent finalement responsables de rien. On a des obligations vagues à accomplir, et c'est qui va payer tout ça? C'est l'administration. Visiblement, la loi sera du coup toujours du côté des hommes et femmes politiques, parce que il y aura toujours des cas exceptionnels que le législateur n'aura pas prévus et qui ne seront pas écrits noir sur blanc. Il faut, à mon sens, qu'effectivement, il y ait une vraie réforme sur la gestion d'une crise sanitaire. Plutôt que de prévoir dans quelles conditions on va être sanctionné si on ne porte pas son masque ou si on n'est pas en conformité avec l'obligation vaccinale, on devrait s'interroger davantage sur les obligations précises qui doivent être accomplies par les hommes et les femmes politiques lorsqu'elles se retrouvent dans une crise sanitaire. Sauf que ça ne fait pas partie des projets de loi ni des dispositions qui ont été ajoutées au Code de la santé publique depuis 2020. Oui, mais ça peut, certes, là on parle de la crise sanitaire, mais ça peut être le cas dans d'autres domaines, je sais pas moi, pour le ministre des Finances, ministre de l'Intérieur. Tiens, le ministre des Finances qui laisse une ardoise en 7 ans de 1000 milliards d'euros de dette, j'imagine que le législateur n'avait pas prévu qu'il fallait... aussi le sanctionner. Je veux dire, si les choses... le monde va tellement vite, en fait. Le monde va tellement vite et des choses tellement folles qui peuvent se passer que des gens, je sais pas moi, en 1960, 70, 50, ne peuvent pas prévoir qu'en 2020... et donc, du coup... je trouve que là, le droit a une forme de perversion qui va à l'encontre du citoyen, quoi. Pourtant, le principe de la légalité des délits et des peines, c'est vraiment la condition sine qua non pour que vos libertés soient garanties. Parce que si demain vous considérez que des obligations vagues peuvent conduire à des infractions, ça veut dire que ça va surtout frapper qui? Ça va surtout frapper le citoyen lambda. C'est pas faux, ouais, c'est vrai. Ça va se retourner contre nous. Ça, c'est vrai. Par contre, ce que nous, on peut faire en tant que citoyens et en tant que parlementaires, c'est d'exiger qu'il y ait des obligations très précises qui soient fixées à l'encontre des hommes politiques. Et si jamais ces obligations ne sont pas respectées, que leurs responsabilités personnelles et pénales puissent être engagées. Je peux vous assurer qu'il y aurait beaucoup moins de monde pour récupérer les portefeuilles ministériels, mais après tout, c'est peut-être la condition sine qua non pour qu'il y ait un peu plus de compétences. Oui, mais alors du coup, sachant que beaucoup ne sont pas d'accord sur le masque, l'injection, l'enfermement, etc., si on les met dans le cadre de la loi, à quoi ça sert ? Alors, tout dépend de la manière dont vous allez le rédiger. Si vous exigez dans la loi qu'il y ait toujours une démonstration préalable de la nécessité, l'utilité et la proportionnalité, je peux vous assurer qu'on va avoir beaucoup moins de restrictions. Ah, dans ce sens-là? Ah oui. D'accord. Toujours démontrer préalablement la nécessité, l'utilité et la proportionnalité. Je rappelle que le port du masque n'a jamais démontré sa nécessité, son utilité et sa proportionnalité. On l'a instauré parce que c'était une mesure gadget qui permettait justement de pouvoir dire vous avez vu, on fait quelque chose. Alors, on va revenir à la discussion, mais j'ai quand même d'abord des questions d'auditeurs. Monsieur Kennedy Jr., futur ministre de Donald Trump, a écrit un livre de 600 pages pour expliquer qu'Anthony Fauci est un sacripant. Il a utilisé un autre mot, mais bon, je vais utiliser le mot sacripant. Est-ce que cela va avoir un impact en France ? Alors, comme je le dis souvent, les décisions de justice, les événements politiques à l'étranger sont de simples informations, de simples faits juridiques pour la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'emporte pas de conséquences juridiques sur notre droit français. Après, la question est de savoir est-ce que le droit, c'est une application systématique, mécanique de la règle de droit? Elle est conforme à la règle supérieure, donc on l'applique? Ou est-ce que c'est d'autres éléments extérieurs au droit qui doivent rentrer en compte? Je pense que la réalité, c'est qu'évidemment, si vous avez des scandales sanitaires qui éclatent dans tous les pays du monde, et notamment aux États-Unis, qu'on a plaisir à copier, ça ne peut que, par effet ricochet, intervenir en France. Parce que un produit expérimental de mauvaise qualité à l'étranger reste un produit expérimental de mauvaise qualité en France. Là, pour le coup, il n'y a pas la question de « ça n'a pas passé la frontière ». Et donc, évidemment, ça va arriver. Moi, je le dis souvent, et c'est notamment avec les soignants suspendus que j'ai cette discussion,
considérer que vous n'aurez jamais de condamnation future à la fois de l'État et des personnels politiques, c'est, à mon sens, être une information qui serait fausse. Parce que clairement, le sens de l'histoire va plutôt vers une démonstration de la responsabilité des hommes politiques et des entreprises qui ont pu permettre ce type de mécanisme de soumission et de crise sanitaire, de gestion de la crise sanitaire. Donc pour moi, ce n'est qu'une question de temps. On est en train de constater que le vent est en train de tourner et que les personnels politiques qui sont encore au pouvoir, les personnels politiques qui ont décidé de ces mesures, qui sont encore au pouvoir, commencent à être de plus en plus mis à mal et vont finir par disparaître dans les prochains mois et les prochaines années. Et puis, ne pas attaquer l'État sur cette question, c'est aussi une façon de le protéger. Hein. C'est considéré qu'il ne s'est rien passé. Encore une fois, je le rappelle, la NSM a été condamnée il n'y a pas si longtemps que ça sur les produits, notamment des pilules de deuxième et troisième génération. Elle a été condamnée pénalement, elle a été condamnée administrativement, et elle a indiqué elle-même sur son site internet qu'elle ne faisait pas appel par respect pour les victimes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toutes ces personnes s'étaient tues, si toutes ces personnes avaient dit non, mais c'est bon, il ne s'est rien passé, évidemment, la NSM n'aurait jamais été condamnée. Alors, on va plutôt maintenant faire le bobino, parce que normalement c'est 15, mais là je préfère, parce que j'ai pas mal de choses à poser, à Maître David Guyon. Être si nombreux comme tous les samedis matins en direct. Merci de nous soutenir toujours plus. Cette radio est la vôtre, c'est vous les patrons. C'est pour ça que on est libre, parce que vous nous laissez cette liberté. Si nous avions des annonceurs, vous savez que dans tous les autres médias subventionnés, bon déjà c'est sûr qu'il y a l'argent de l'État, mais il y a en plus l'argent des publicitaires et des annonceurs qui eux choisissent aussi quel programme ils veulent sponsoriser, et nous n'avons pas ça ici à Radio Courtoisie, c'est vous qui nous financez, et c'est pour ça qu'à Radio Courtoisie nous sommes libres, donc continuez à le faire. Alors on est sur les États-Unis, cher Maître Guyon, et il faut quand même se dire les choses. Alors malgré toutes les critiques que l'on peut faire sur les Américains, on voit quand même que au niveau, à tous les niveaux d'ailleurs, ça bouge beaucoup plus particulièrement sur la crise sanitaire. Le Congrès a parlé de virus créé par l'homme. Alors ici, le dire, c'est une forme de complotisme. Voilà. L'auditeur nous a posé cette question avec Monsieur Kennedy Jr., ministre de la Santé, Donald Trump. Enfin, c'est quand même pas rien. Je veux dire, je pense pas que demain nous aurons un ministre de la Santé qui est dans cette vision idéologique à Monsieur Kennedy Jr. Comment expliquer, enfin je sais pas, est-ce que vous voyez le différentiel, j'imagine, entre les Américains et la France? Oui, on voit surtout qu'on a une classe politique qui est quand même assez massivement corrompue. Je veux dire, ils pensent plus à leur carrière que au bien-être général, et notamment à l'intérêt général. Il suffit de voir simplement la composition du gouvernement actuel. Qu'est-ce qui a changé avant la dissolution? Personnellement, il n'y a rien de plus qui ressemble à un gouvernement de Macron qu'un autre gouvernement de Macron. Ce sont les mêmes depuis plus de 30 ans. Je veux dire, ce sont vraiment les mêmes. Depuis que je suis tout petit, ce sont les mêmes noms, les mêmes personnes. Donc ça, c'est scandaleux parce que on ne devrait pas vivre de la politique. Alors ça peut paraître choquant parce que certains vous diront oui, mais si nous n'avons pas une classe politique professionnelle, nous n'aurons pas des personnes de compétences. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est justement parce que vous avez des intérêts autres que politiques que vous serez capable de prendre les bonnes décisions. Parce que aussi vous aurez une expérience de la vie, parce que vous connaîtrez comment fonctionne par exemple une entreprise, comment fonctionne le monde salarial. Vous serez un bon député, un bon parlementaire, un bon président de la République, parce que vous aurez cette expérience de la vie. Aujourd'hui, ils sont complètement décorrélés, déconnectés. Et cette petite classe politique est en train de nous imposer leur réalité. Et leur réalité, c'est quoi? C'est que ces derniers ont nécessairement, et il n'y a pas d'autre explication logique, des conflits d'intérêts avec McKinsey, avec Pfizer. Je rappelle que c'était les mêmes conseillers. Le conseiller de McKinsey était en train d'expliquer comment imposer une obligation vaccinale et un pass sanitaire. Et vous aviez de l'autre côté Pfizer, qui était également conseillé par McKinsey, qui permettait de diluer leur saloperie au sein de la population. Donc on voit clairement que ce sont cette petite casse politique entre elles qui est en train de nous imposer leur réalité. Mais si demain tout ce monde la dégage,
Je peux vous assurer qu'on va revenir dans la réalité. Ouais, mais je vais vous dire une chose. Là où les Américains ont deux forces en plus par rapport à la France, un, ils ont quand même des médias qui enquêtent et qui mettent la pression aux législateurs américains. Ce qui n'est pas le cas en France, hein. Par exemple, cette décision du Congrès américain, très peu de lignes, enfin très peu de médiatisation ici en France. Faut le savoir. Et deuxième chose, euh, les Américains en tant qu'individus, bon peut-être parce qu'ils sont aussi armés, j'ai l'impression qu'ils ont une forme de liberté et d'indépendance d'esprit plus importante qu'ici dans la majorité des Français. Alors évidemment, je n'englobe pas nos auditeurs de Radio Courtoisie qui eux ont compris quel est le stratagème de l'État. Mais sinon, le reste, je sens quand même une très forte pensée politiquement correcte auprès de nos compatriotes. Alors, comparer les États-Unis à la France, c'est effectivement très difficile parce qu'on compare des choses qui sont incomparables. En France, c'est le jacobinisme, c'est-à-dire la centralisation extrême du pouvoir. Tout part de Paris. Tout est décidé à Paris, et j'ai même envie de dire, tout est concentré entre les mains de quelques personnes situées à Paris. Vous avez également une confusion des pouvoirs en France. C'est un parti politique qui est majoritaire au Parlement, qui compose le gouvernement, et qui est du même parti politique que le président de la République. Aux États-Unis, vous n'avez pas ça. Aux États-Unis, vous avez 51 États qui décident à chaque fois d'un certain nombre de choses avec un gouverneur, un parlement et des lois fédérales et des lois de pays fédérés. Donc déjà, vous êtes sur une décentralisation du pouvoir. Ensuite, vous avez une séparation stricte des pouvoirs. Donald Trump, demain, président des États-Unis d'Amérique, ne pourra pas tout décider. Il devra nécessairement faire passer ses projets auprès du Congrès et il n'aura aucun moyen de pression. Il n'y a pas de dissolution possible. Il n'y a pas non plus de possibilité de mettre en cause la responsabilité du président des États-Unis aux États-Unis. Donc on a vraiment deux systèmes complètement différents où on a vraiment une répartition du pouvoir avec un vrai pouvoir judiciaire, avec différents États qui peuvent avoir des applications différentes localement. Et donc ça, nécessairement, la séparation des pouvoirs, la dilution du pouvoir fait que vous pouvez avoir ce débat et vous pouvez avoir effectivement des scandales sanitaires qui éclatent beaucoup plus tôt aux États-Unis, là où en France, tout est verrouillé entre les mains de quelques personnes. C'est pour ça que j'expliquais que le jour où cette casse politique disparaît, et c'est qu'une question de temps, je peux vous assurer que d'un coup, beaucoup de personnes vont se retrouver les coudées franches, et on va avoir effectivement des magistrats qui vont pouvoir enfin prendre des décisions courageuses, et je sais qu'il y en a au sein de la magistrature. On va pouvoir avoir effectivement des hommes politiques qui vont commencer à pouvoir se libérer de la parole, parce que demain, si vous prenez la parole contre la position officielle, demandez à Martine Vonner comment ça se passe, vous êtes exclu, excommunié, vous êtes méprisé, vous subissez des pressions qui sont vraiment dignes de la mafia, et vous vous retrouvez du jour au lendemain au banc de ceux qu'on n'écoutera plus jamais. Donc évidemment, en France, on n'a pas la même configuration à la fois politique et à la fois du pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est à cause du politique que le juge prend une décision politique, si je puis dire? Clairement, si vous considérez qu'il y a une séparation des pouvoirs en France aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas une bonne vision, une bonne lecture des institutions. En principe, on devrait avoir une séparation, ne serait-ce que souple, c'est-à-dire il y a des rapports entre eux, évidemment, hein, mais chacun est indépendant. Le pouvoir législatif devrait être indépendant, il a des rapports avec le pouvoir exécutif puisqu'il peut mettre en cause une motion de censure et donc la responsabilité du gouvernement, et le pouvoir exécutif a également des interactions avec le pouvoir législatif puisqu'il décide de l'ordre du jour pour voter les différentes lois, c'est lui qui prépare les projets de loi et il peut dissoudre. Mais on a quand même une séparation qui devrait être appliquée. Aujourd'hui, il n'y a plus cette séparation puisque c'est un même parti politique qui est majoritaire au Parlement, qui constitue le gouvernement et qui est incarné par le président de la République. Mais on a également des magistrats. Hier, j'avais l'occasion d'en discuter sur Nexus. Qu'est-ce qui fait que quand vous avez 42 tribunaux administratifs en France, ils sont tous saisis de centaines de dossiers sur des suspensions sans rémunération, qu'est-ce qui fait qu'ils vont tous rendre des décisions identiques? S'il n'y a pas nécessairement des instructions qui sont données, je ne comprends pas. Parce que vous mettez un sujet de dissertation avec 30 élèves dans la même pièce, et vous avez 30 sujets différents. Personne n'aura la même interprétation du sujet. Alors comment on fait quand on a 42 tribunaux administratifs
incarné par plusieurs chambres, donc avec des centaines de magistrats, pour rendre tous les mêmes décisions. Bah, vous avez forcément des instructions qui ont été données. Mais justement, comment ça se fait que les juges appliquent ces instructions ils n'ont pas, le garde des Sceaux, enfin, si c'est entre guillemets leur supérieur, mais il peut rien contre eux, il ne peut pas, je sais pas moi, les rétrograder ou que sais-je. Donc pourquoi est-ce qu'ils appliquent justement les décisions? Vous avez raison, ils sont indépendants et impartiaux, en tout cas c'est sur le papier. Rappelez-vous toujours d'une chose, quand vous êtes contraint de l'écrire dans un texte, c'est que c'est pas vrai. Donc non, D'accord. effectivement, ils ne sont pas indépendants et impartiaux, contrairement à ce qui devrait être le cas. Et D'accord. clairement, durant la crise sanitaire, je pense qu'ils avaient des instructions. Je pense qu'ils avaient peur aussi pour la plupart d'entre eux parce que c'était une crise sanitaire et qu'aucun magistrat ne veut endosser la responsabilité de se dire qu'il a œuvré dans un sens qui n'était pas dans le sens communément admis. C'est-à-dire qu'il aurait été un complotiste. Et surtout parce que oui, certes, on ne peut pas les démissions, on ne peut pas les sanctionner, on ne peut pas les empêcher de changer de tribunal ou d'avoir une évolution de carrière. Par contre, on peut les empêcher d'évoluer. Et on peut les stigmatiser pour être mis au placard. Et ça, clairement, je peux comprendre la peur qui devait être dans le camp des magistrats qui n'ont malheureusement pas pu faire autre chose que d'appliquer les consignes. Et vous savez, ça demande du courage d'aller à l'encontre du système. Je l'ai vu déjà à mon simple petit niveau, en tant qu'avocat. Il y a des clients que je n'aurai jamais. Il y a des marchés que je n'emporterai jamais. Il y a des cabinets avec qui je ne pourrai jamais travailler parce que j'ai pris mes positions. Et donc, ça demande du courage. Et malheureusement, c'est pas une qualité qui est communément admise et partagée. Donc ça signifie que si Monsieur Darmanin, actuel ministre de la Justice, exige des juges qu'ils soient plus fermes avec, je sais pas moi, les violeurs, les assassins, les dealers, etc., bah les juges le seraient. Oui, oui, complètement. En 2015, vous aviez une politique très répressive à l'encontre notamment des violences conjugales. Les procureurs de la République sont la voix du gouvernement, donc ils plaident, ils exposent à chaque fois leur réquisition devant les juridictions et ils incarnent la voix du gouvernement, pas de problème, mais également les juges du siège, qui sont indépendants et impartiaux, vont avoir tendance à appliquer quand même beaucoup plus facilement les recommandations et les lignes directives du gouvernement. Ce qui ne devrait jamais être le cas. On devrait punir aussi sévèrement une personne qui a commis une infraction en 2010 pour le même délit et le même crime, on devrait le punir exactement de la même façon en 2024. Bien sûr. Pourtant, c'est pas le cas. Clairement. En tout cas, c'est une information qui est importante à savoir. Alors, auditeur, bonjour. Ces gens sont corrompus au lobby pharmaceutique et au contrôle des peuples via le forum de Davos. Macron est le seul responsable de cette dictature en France en obéissant à la doxa mondiale. Est-ce qu'il est vraiment le seul responsable? Tiens. Non, Macron est dans un système dans lequel, effectivement, on a des young leaders qui sont partout dans le monde et qui incarnent, effectivement, cette politique de Davos. C'est pas propre à la France. La France ne fait que suivre. Deuxième question. Les jurisprudences ne permettent-elles pas de détourner les lois d'origine? Si je comprends bien, les hommes et femmes politiques seront toujours protégés par les lois qu'ils mettront en place le moment venu. De plus, comment condamner l'intelligence artificielle, organe virtuel? Alors effectivement, ceux qui décident des lois, malheureusement, sont ceux qui en profitent. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment réformer en profondeur le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un système de représentation dans lequel les citoyens n'ont jamais la parole est un système qui est arrivé au bout aujourd'hui. Et là, j'invite vraiment à repenser le système. Étienne Chouard en a beaucoup parlé et je pense qu'il y a des idées vraiment très intéressantes à mettre en œuvre. Et ça pourrait être une première piste de réflexion. Comment faire condamner l'IA? L'IA, celui qui endosse la responsabilité, c'est celui qui l'utilise. Je vous donne un exemple. Au sein de mon cabinet, par exemple, nous utilisons de plus en plus les nouvelles technologies parce que ça permet quand même de travailler sur des sujets beaucoup plus facilement qu'auparavant. Notre utilisation de l'IA est forcément limitée et nous devons systématiquement relire ce que l'IA peut nous donner comme information, les vérifier, parce qu'autrement, nous engageons notre responsabilité. D'accord. Quitte à être colonisé, américanisé depuis 1945, ne serait-il pas mieux d'adopter la Constitution fédérale américaine afin que juridiquement chaque État-région puisse avoir ses propres lois pour éviter les problèmes que vous exposez? Ah si, vous avez l'Union européenne. Ah oui, bah c'est pas un cadeau hein, pour le coup. Donc visiblement non.
À pied ou à vélo, souriez comme en Chine, partout vous êtes filmé, quel balai balanchine. Tous ces zombies traqués jusqu'à courber les chines, devant les nouveaux chefs vous narguent de chin-chin. On a aussi, il faut savoir, cher maître Guyon, des auditeurs poètes. Merci pour ce petit message. Très intéressant, merci. 1. Vous avez évoqué le cas de filouterie, partir sans payer. N'était-ce pas aussi de l'escroquerie ou tromperie? Mais les mots en droit pénal ont un sens strict. Donc déjà, est-ce que la filouterie peut être une escroquerie ou une tromperie? Alors, il y a d'autres infractions qui ont été mises en œuvre dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. La filouterie, c'était vraiment la répression du comportement qui était principalement recherché. C'est-à-dire, vous arrivez, vous commandez, on vous remet les plats et vous partez sans payer. Et donc, l'escroquerie, toutes les autres infractions étaient des infractions qui étaient imparfaites. Et c'est la raison pour laquelle on a eu effectivement des parlementaires qui ont œuvré pour adopter ce délit de filouterie, parce qu'en droit pénal, vous avez une interprétation stricte de la loi qui fait que si un comportement s'apparente à peu près à un autre texte, vous ne pouvez pas forcément l'appliquer. Vous ne pouvez pas forcément l'appliquer parce que justement, ce n'est pas le comportement précisément réprimé par la loi. Ah mais du coup, ça fait un code pénal de milliers de pages. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, sachant que toutes les infractions pénales ne sont pas contenues dans le code pénal. Notamment dans le code de la santé publique, par exemple, vous avez des infractions qui sont propres à l'application de ce code. Donc du coup, ne partez pas sans payer, évidemment, en plus, voilà, la filouterie existe et vous ne pourrez plus le faire. En Russie, les députés sont élus non nommés. Oh là là, en France aussi, quand même. Pour vous, tiens, vous pensez que les députés en France sont nommés? Enfin, même s'ils passent l'élection législative? Alors, les députés, ceux qu'on vous présente, ce sont des personnes qui sont choisies par les partis. Et comment ça se passe quand on est choisi par un parti? C'est simple, on vote les consignes du parti. On vous demande de renoncer à votre liberté de penser. C'est la raison pour laquelle moi je suis apolitique, je ne suis pas engagé politiquement. Je ne saurais même pas me classer sur le plan politique. Est-ce que je suis plutôt à gauche, plutôt à droite? Moi, il y a des idées que je trouve bien des deux côtés. J'aurais du mal moi-même à me classer. Mais ce que je veux retenir, c'est que si je n'ai jamais choisi à m'engager en politique, c'est parce que je veux garder ma liberté de penser. Et quand vous adoptez un parti, quand vous rejoignez un parti, on vous demande de renoncer à cette liberté. Vous devez voter conformément aux consignes. C'est pour ça que quand un gouvernement, quand un parti politique a la majorité à l'Assemblée, systématiquement, tous les projets de loi sont forcément adoptés. Et c'est la raison pour laquelle vous avez une stabilité des institutions. Et d'ailleurs, depuis, en tout cas, l'arrivée de M. Macron, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, cher maître Guyon, mais de moins en moins de propositions de loi venant même de la majorité parlementaire sont adoptées. À l'époque, le législateur était le député. Et nombre de lois de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient adoptées. C'est de moins en moins le cas. Je remarque que le Parlement, dorénavant, c'est plus... comment expliquer ça? Une forme de chambre d'enregistrement, si je puis dire. Une chambre d'enregistrement, effectivement. Alors, c'est pas propre à Macron, la question des projets de loi. Par contre, ce qu'on a remarqué pendant le mandat de Macron, c'est qu'on avait énormément de mesures d'urgence. Et donc, dans l'urgence, on ne vous demande pas de réfléchir. Dans l'urgence, on édicte les lois que vous devez adopter et on vous explique qu'il va falloir les adopter. L'exemple parfait, c'est la loi du 5 août 2021. Je rappelle qu'entre le 21 juillet et le 28 juillet, on a voté une loi extrêmement importante qui était la loi du 5 août 2021, qui allait avoir des répercussions faramineuses sur des millions de personnes, sur tous les citoyens français. Et vous avez voté ça en une semaine. Et certains des parlementaires avaient expliqué qu'on leur avait mis le pistolet sur la tempe et qu'ils n'avaient pas eu le temps de comprendre en fait les enjeux de cette loi. Je rappelle que par exemple, il a quand même fallu attendre plus de 6 mois pour savoir si pendant un arrêt maladie, en tant qu'agent public, vous aviez droit ou non d'être suspendu sans rémunération. Donc vous êtes malade, la question de la vaccination, j'ai envie de dire, c'est secondaire. Pourtant, on va vous priver de toute rémunération. Donc déjà, vous êtes dans un état de fragilité au niveau psychique et psychologique, mais en plus, on vous prive de tout revenu. 6 mois plus tard, le Conseil d'État dit non, on ne suspend pas un agent public pendant un arrêt maladie. Merci, mais ça fait 6 mois. Et qu'est-ce qu'on fait pour les congés maternité? C'est la même chose ou pas? Et est-ce que quand je suis suspendu, j'ai droit à un congé de formation? Est-ce que je peux utiliser mes droits à formation?
Est-ce que quand je suis en congé parentalité, j'ai droit également à bénéficier d'une rémunération, même si je ne suis pas en satisfaction de l'obligation vaccinale? Toutes ces questions que je viens d'évoquer, c'est des vrais sujets que je traite au sein du cabinet. Et on voit clairement que ces questions n'ont jamais été posées, parce qu'en fait, en une semaine, vous ne pouvez pas avoir des débats approfondis. Mais à la rigueur, le législateur pourrait vous dire, oui, mais vous comprenez, on est en pleine pandémie, il faut aller vite, etc. Quoi, voilà. Oui, ils peuvent vous dire ça, ou ils peuvent vous dire également qu'en période de crise, l'urgence n'est jamais bonne en termes de décision. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il y a eu précipitation? Bah, tous les sujets où vous aviez notamment, par exemple, sur l'énergie, crise énergétique qui a suivi face à la crise sanitaire. Bah, on vous a demandé de voter pareil en quelques jours des lois d'urgence pour les délestages. Et donc aujourd'hui, on peut vous baisser, voire vous couper complètement l'électricité si on estime que certains critères, subjectifs et évolutifs, encore une fois, hein, c'est eux qui décideront ce qu'ils appellent être une crise énergétique, sont remplis. Mais c'est là aussi où, pour le coup, le casting de... Ah non, pas le casting. Ah là là, j'utilise encore un anglicisme. Voilà, il faut que je distribue là. Enfin, le choix, on va dire, des élus macronistes et pervers, si je puis dire, c'est que ils ont choisi essentiellement des gens qui ne connaissaient pas le Parlement, c'est-à-dire des nouveaux, quoi, des bleu-bites, hein, si je puis dire. Et donc, bah, ça c'est français, ça, on peut le dire. Bon, ça va. Et donc, du coup, parce que ces gens n'avaient pas l'expérience du Parlement, ils n'avaient pas l'expérience du projet, de la proposition de loi, etc. Ils n'avaient en plus, alors leurs collaborateurs encore moins, que la Macronie a pu aussi imposer ces vues-là et ces textes dans la précipitation. Alors, je ne pense pas que ce soit ça, parce que la République en marche, si vous voulez, c'est le syncrétisme des idées entre la gauche et la droite. Et comme c'était un parti nouveau, il fallait du sang neuf. Mais le fait que ce soit des nouveaux ou des anciens politicards, ça n'avait pas vraiment d'incidence, parce que la discipline partisane, c'est quelque chose qu'on a retrouvé depuis 62, depuis l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Vous avez raison, mais moi je vais vous dire, moi quand j'étais à l'Assemblée et après au Sénat, on avait des cadors, et par exemple tous les mercredis, ils avaient... je sais pas, les députés de... Tiens, même par exemple un type comme Hervé Mariton, que j'ai bien connu, qui était député à l'époque UMP, il faisait tous les mercredis son petit déjeuner, et il avait 50 députés qui venaient à son petit déjeuner à 8h du matin, faut savoir, c'était à la question. Bon. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un député quelconque puisse avoir une telle influence? Parce que c'est important l'influence malgré tout au sein du Parlement face au gouvernement. Le seul aujourd'hui qui n'est pas macroniste qui a cette influence, pour moi, c'est monsieur, à part Marine Le Pen, voilà les grands chefs, c'est monsieur de Courson. Voilà, c'est des gens voilà, qui sont là depuis 30-35 ans et qui connaissent le fonctionnement et qui ont cette influence. Mais aujourd'hui, si vous n'avez que des gens qui sont globalement personnes, eh bien, qui ne représentent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas cette influence pour faire infléchir le gouvernement. À l'époque, vous aviez des gens de la majorité, je sais pas moi, RPR, qui pouvaient faire infléchir le gouvernement RPR. Oui, alors ça, vous connaissez mieux les rouages du système. Là, la question, c'est donc, qui a le plus d'influence? Ce sont les parlementaires qui ont de l'influence sur le gouvernement et en tout cas l'exécutif, ou est-ce que c'est l'exécutif qui a une influence sur les parlementaires? Ce que l'on sait, les institutions, le bipartisme politique et la discipline partisane, c'est des choses qui sont propres à la Ve République. Ça a toujours existé. Évidemment, quand vous avez des hommes politiques qui sont expérimentés et qui ont un certain aura, ils peuvent chuchoter et susurrer des idées à l'oreille des dirigeants, mais à la fin, ça reste toujours les dirigeants qui vont décider de la ligne directrice, qui pourra être infléchie ou non par les hommes politiques en place. Évidemment, Emmanuel Macron n'a pas eu, de ce côté-là, des personnes politiques extrêmement fortes au sein même de son parti. Mais j'ai envie de dire, c'est pas pour autant que la discipline partisane n'a pas pu être mise en place. Et troisièmement, Emmanuel Macron a pu bénéficier d'un effet d'aubaine grâce aux crises, notamment la crise sanitaire. Toutes les mesures qu'il a voulu faire passer sont passées.
sans jamais vraiment qu'il y ait discussion, parce qu'ils pouvaient toujours invoquer l'argument magique. Oui, mais attendez, c'est la crise et il faut décider. Oui, puis les politiques ont eu une forme de lâcheté et ils ont montré ça au grand jour. Voilà, j'ai des questions d'auditeurs. Le délit de filouterie est très ancien et s'appelle à l'origine la grivellerie. Vous connaissez ça? La grivellerie? Je ne connaissais pas sous ce nom-là, mais effectivement, je l'apprends. Bah oui, vous apprenez, on apprend tellement de choses par nos auditeurs de Radio Courtoisie. Alors bonjour, le Conseil constitutionnel s'est conduit comme le geôlier du peuple dans cette crise sanitaire. Cordialement. Faut dire aussi une chose, c'est que le Conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius. Est-ce que Laurent Fabius est juriste? Je ne crois pas. Alors, c'est tout le problème de la composition du Conseil constitutionnel. On a principalement des personnels politiques. Pourquoi? Parce que c'est le Premier ministre, le Président de la République et le Président du Sénat qui désignent, à raison de 3 personnes politiques chacun, les personnes qui vont composer pendant 9 ans le Conseil constitutionnel. Donc déjà, par nature, c'est une composition politique. La deuxième chose, c'est qu'on le sait, c'est pas Laurent Fabius ou Alain Juppé qui vont rédiger les décisions, ce sont les personnels juristes qui sont au sein du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel qui vont rédiger ces décisions. Ça n'a jamais fait l'objet d'une quelconque discussion. Là où, en revanche, on a un problème aujourd'hui, c'est notamment la qualité des membres qui la composent. Je rappelle que Alain Juppé et Laurent Fabius ne pourraient même pas être stagiaires au sein de mon cabinet, simplement en raison des mentions présentes sur leur casier judiciaire. C'est pour vous donner déjà un ordre d'idée de la composition du Conseil constitutionnel. La deuxième chose... Rappelons les condamnations de M. Fabius et de M. Juppé. Alors Fabius, c'était sur la question du sang contaminé. Alain Juppé, c'était pour les emplois fictifs. Il est le seul à avoir pris, mais bon, on sait très bien que c'était Chirac à la base de tout ça. Donc ce sont des personnels politiques qui ont été condamnés. Juppé, je m'en rappelle très bien, c'était en 2004, et je me disais, pauvre garçon, lui, pour le coup, sa carrière est terminée. Non, en politique, vous n'êtes jamais mort. C'est vraiment la démonstration parfaite. On a un vieux roublard qui est encore dans les affres du système et qui pourtant, encore une fois, ne pourrait pas, même dans un cabinet d'avocat, ne pourrait même pas être stagiaire. C'est-à-dire que voilà, Monsieur Alain Juppé vient avec son CV chez David Guyon, chez Maître David Guyon, et donc du coup, oui, non, Monsieur Juppé, c'est mort pour vous, vous avez été condamné, vous pourrez pas... Ah ouais, vous pouvez pas. Oui. Moi, systématiquement, il y a toujours un contrôle du casier judiciaire, le B2, et clairement, une mention, c'est une impossibilité d'exercer dans un cabinet d'avocat, même en tant que stagiaire. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée déjà du décalage avec la réalité. Ces personnes-là ne devraient même plus avoir une quelconque responsabilité au sein de la vie publique. Pourtant, c'est pas le cas et ils composent le Conseil constitutionnel. Donc ça pose un problème. La deuxième chose, c'est quoi qui différencie aujourd'hui clairement un Alain Juppé d'un Laurent Fabius? Gauche-droite, mais aujourd'hui, je vous ai expliqué qu'avec La République En Marche, avec Macron, c'est le syncrétisme, donc c'est l'union. Ils sont d'accord sur tout. On sait même plus ce qui les différencie. Donc auparavant, vous aviez ce bipartisme politique qui faisait qu'on avait des personnels politiques qui n'étaient pas d'accord au sein du Conseil constitutionnel. Et ça permettait de garantir une sorte d'indépendance et d'impartialité parce que vous aviez les deux opposants qui allaient effectivement au sein du Conseil constitutionnel à débattre des idées. Aujourd'hui, clairement, je pense que la seule question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va réussir juridiquement à justifier la mesure qui a été mise en place par le gouvernement. Et pendant la crise sanitaire, ils ont clairement failli à leur mission. La première, c'était en disant les questions prioritaires de constitutionnalité. La Constitution prévoit que vous avez 3 mois pour les juger, mais pendant la crise sanitaire, comme ils ne pouvaient pas se réunir, comme c'était un peu compliqué, ils ont dit non, mais en fait, cette règle qui est marquée dans la Constitution ne s'applique pas. Donc ça, c'est quand même assez choquant, parce qu'on est en train de vous dire que le texte le plus fondamental qui existe en France, pendant une crise sanitaire, peut être mis de côté. Et ça a annoncé vraiment la manière dont ça s'est passé par la suite. Mais alors du coup, voilà, parce que là, c'est intéressant, on tient quelque chose, on parle du fonctionnement du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas M. Fabius qui rédige. Par contre, j'imagine que M. Fabius donne une directive. Une direction, oui. Une direction, ça veut dire que les juristes derrière qui doivent rédiger cette direction... Comment ils peuvent faire? Tiens, justement, si par exemple les juristes disent non mais monsieur Fabius, monsieur le président, cette direction, je ne sais pas si juridiquement elle est plausible, et il dit non mais faites comme ça. Donc comment un juriste peut se calibrer sur une direction qu'on lui demande? Comme ils l'ont fait pendant la crise sanitaire, vous savez, les mêmes décisions.
Je prends par exemple celle de l'obligation vaccinale. La même décision, vous la reprenez, vous la modifiez pour qu'on puisse reconnaître qu'il y a une illégalité par rapport à une liberté fondamentale, une inconventionnalité, une inconstitutionnalité. C'est une décision qui se lirait très très bien. On se dirait, bah oui, évidemment, c'était assez évident que c'était contraire au droit à la vie privée protégé par l'article 8 de la Convention. C'est-à-dire que le droit de telle sorte qu'on peut tordre quelle que soit la décision possible, imaginable. C'est exactement ce que je viens d'expliquer, ouais, effectivement, vous pouvez tordre la règle de droit. La question qui est à se poser, c'est est-ce que c'est une application mécanique? La règle de droit est applicable et s'applique dans ce sens parce que la règle qui lui est supérieure le commande. Ou est-ce qu'on est dans une sorte de réalisme juridique? C'est vraiment un débat qu'on a juridiquement. C'est à savoir qu'il y a d'autres éléments qui entrent en compte dans le droit. Ce n'est jamais une application mécanique parce qu'il y a un idéal à atteindre. Cet idéal, ça peut être un idéal de justice, c'est celui qui, moi, m'anime personnellement, ou ça peut être un idéal machiavélique, au sens de Nicolas Machiavel, la raison d'État, parce que ces pauvres gueux ne savent pas ce qui est bon pour eux, nous devons tordre les règles de droit pour atteindre l'idéal que nous avons décerné. Mais c'est pour le coup très pervers. Et je comprends maintenant, en vous écoutant, pourquoi nos personnalités politiques sont aussi, on va dire, défenseurs de ce fameux état de droit. Parce qu'en réalité, ils peuvent utiliser le droit comme bon leur semble. En fait, on doit faire absolument sortir le politique du droit. Alors, c'est très compliqué parce que les deux sont liés, mais il n'y peut pas y avoir de justice si la politique entre dans le prétoire. Il y avait une phrase qui m'a beaucoup marqué quand j'étais en première année, c'est quand la politique entre dans le prétoire, la justice en sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a de la politique, la justice ne peut pas exister. Parce que à partir de ce moment-là, vous allez prendre en considération d'autres impératifs qui ne sont plus l'idéal de justice. Et ça, c'est inconciliable avec la démocratie. Question d'auditeur. Et la franc-maçonnerie, quel rôle joue-t-elle? Émission formidable mais inquiétante. En effet, excessivement inquiétante. Alors, c'est inquiétant, mais c'est aussi plein d'espoir. Parce qu'en fait, tout n'est pas perdu. Nous perdons seulement parce que nous renonçons. Mais il y a énormément de personnes qui, comme moi, n'ont pas envie de renoncer. On est dans le combat, on est présent. Maintenant, vous l'avez dit, hein, je ne suis pas invité sur les médias mainstream. Donc, pas mainstream, médias subventionnés. Subventionnés. Regardez, le cochonnet, il est là. Et maître David Guyot va mettre sa petite pièce. Donc, effectivement, je ne suis pas invité sur les médias qui, aujourd'hui, ont une visibilité. Et la plupart des personnes qui partagent mes positions sont invisibilisées. Donc, nous sommes nombreux à nous battre et à ne pas renoncer, mais aujourd'hui, ceux qui dominent, ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir et décident pour nous, sont extrêmement bien organisés. Oui, mais ils sont aussi les sachants. Parce que pour pouvoir tordre de cette façon les règles juridiques ou d'imposer des lois dont ils savent qu'elles seront tordues de cette manière, faut être un sachant. Il faut être un sachant, mais il y a énormément de juristes, d'avocats, de magistrats, de personnel sachant qui partagent les positions qui sont les miennes. Ils voient très bien qu'il y a un dysfonctionnement au sein de nos institutions, qu'il y a une confusion des pouvoirs dans lequel le peuple est écarté et dans lequel les lois ne sont plus faites pour atteindre un idéal de justice, mais uniquement pour imposer une vision politique, une vision démagogique qui vise à opposer la classe dominante avec l'ensemble des autres classes. Il n'y a plus de classe populaire, il y a juste des classes dominées. Tiens, et la franc-maçonnerie, première partie de la question, quel rôle joue-t-elle? Alors, moi, la franc-maçonnerie, c'est vrai que j'ai été approché par la franc-maçonnerie, mais je n'y ai jamais adhéré, je ne suis pas franc-maçon. Et donc, j'ai du mal à comprendre exactement ces mécanismes, son influence qu'elle peut avoir, mais je sais qu'effectivement, beaucoup d'hommes politiques sont au sein de la franc-maçonnerie. Bonjour, a-t-on des nouvelles du procès actuel d'Ursula von der Leyen, alias Madame Pfizer, en Belgique, dont personne ne parle? Alors moi, je suis ça de très loin. C'est surtout mon confrère Diane Prota qui est en charge de ce dossier et qu'il faudrait inviter, hein, probablement pour pouvoir en discuter. Mais effectivement, c'est la question de la responsabilité de von der Leyen. C'est, à mon sens, le premier domino qui permettra de faire tomber tout le système.
Parce qu'à partir du moment où on saura ce qui est contenu dans les contrats, à partir du moment où on connaîtra la teneur des échanges entre Ursula et le patron de Pfizer, on pourra démontrer beaucoup plus facilement toute la constitution qui a existé entre eux et qui a permis de mettre en place cette crise sanitaire dans laquelle, en réalité, les commanditaires et les commandités étaient de mèche pour pouvoir nous vendre un produit expérimental. C'est une question essentielle et pourtant, la grande majorité du grand public ne s'y intéresse pas. Je ne sais même pas d'ailleurs si elle est au courant de ces SMS. J'ai envie de dire, la très grande majorité du public, elle est dans une survie, dans la survie du quotidien. Donc à partir du moment où vous êtes dans la survie du quotidien, je l'ai été, donc je sais très bien comment ça fonctionne, vous n'avez pas le temps de vous poser les questions qu'on est en train de se poser. C'est quand même, les questions qu'on a aujourd'hui, Mike, ce sont des questions de personnes qui ont un certain niveau de vie et qui peuvent se poser ces questions parce qu'on a du temps pour se les poser. Et je sais, quand vous êtes dans la roue du hamster, quand vous êtes dans une logique de survie, malheureusement, ces questions-là, vous ne pouvez pas les avoir. Maintenant, notre rôle, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment formidable, c'est justement d'être en mesure d'apporter cette information au plus grand nombre. Parce qu'à force d'avoir une information que vous répétez en boucle et en boucle et en boucle, vous finissez par l'ingurgiter. Tout comme le port du masque, tout comme la crise sanitaire, tout comme toutes ces mesures qui ont été mises en place. À charge pour nous de faire en sorte que ces personnes puissent finir par nous entendre. Justement, quelle serait l'action d'après pour la réhabilitation de ceux qui ont eu raison trop tôt? La première action à laquelle je pense, c'est l'indemnisation de tous les soignants. C'est une indemnisation spontanée, une indemnisation qui ne dépend plus d'une action en justice. Ça me paraît déjà être la première forme de réconciliation. La deuxième, c'est de faire condamner tous ceux qui ont pris ces décisions. Et quand je dis condamner, c'est évidemment à la fois le petit chef qui est venu expliquer qu'il était très heureux de suspendre ses collègues, commence par lui, et on remonte la hiérarchie jusqu'aux hommes politiques. Et ça sera, comme pendant effectivement 45, la condition sine qua non d'une réconciliation, c'est-à-dire de démontrer qu'effectivement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas appliquer aveuglément des consignes qui sont contraires à des valeurs qui doivent être fondamentales. La liberté, l'égalité, la fraternité. Quelle est la fraternité que vous avez quand vous expliquez à un de vos collègues que vous allez suspendre sans aucune rémunération? Et avec le sourire. Oui, il y a eu ça, puis il y a eu tout le reste, toutes les mesures sanitaires. Moi, celle qui m'a quand même aussi choqué, c'est l'enfermement des anciens. Tiens, la mise en bière aussi. La mise en bière, effectivement. Parlons-en, parce que c'est en lien avec la CJR. Tout est parti un petit peu de là. En mars 2020, mon cabinet avait fait son premier recours sur la crise sanitaire. Je ne suis pas arrivé en 2021, je suis arrivé dès 2020. Et une des questions qui était posée, c'était de savoir si, lorsque vous décédiez à l'hôpital, vous pouviez immédiatement être placé dans une bâche en plastique, déposé dans un cercueil et refermer le cercueil de manière à ce que la famille ne puisse se recueillir que devant un cercueil fermé. La mise en bière, c'est justement le fait de laisser le cercueil encore ouvert et de pouvoir se recueillir, d'avoir le plaisir et la joie de revoir une dernière fois le visage de l'être perdu. Et ça, malheureusement, ça nous a été empêché entre le mois de mars 2020 et le mois de janvier 2021. J'avais contesté cette mesure en disant qu'elle est particulièrement violente. À partir du moment où vous avez une personne qui est décédée, la contamination est quand même beaucoup moins forte, mais surtout, la HAS, la Haute Autorité de la Santé Publique, n'a pas dit que des conneries, c'était quand même appréciable, a quand même estimé que c'était effectivement démesuré et que compte tenu de la connaissance scientifique que nous avions à ce moment-là, une mise en bière immédiate était inadaptée. Le gouvernement ne l'écoute pas de cette oreille. Nous faisons un recours devant le Conseil d'État qui a été très rapide. Et on voit ici, ils ont été courageux de prendre cette décision. Ils ont annulé la mise en bière immédiate en disant qu'elle était disproportionnée parce qu'en fait, elle n'était pas utile, pas nécessaire, pas proportionnée par rapport aux éléments médicaux et scientifiques que nous avions à l'époque. Malheureusement, c'est gentil de nous le dire le 22 décembre 2020, mais entre mars 2020 jusqu'à janvier 2021, lorsque le décret a changé, on a des nombreuses personnes, dont certains de mes clients, qui n'ont pu se recueillir que face à un cercueil fermé. Et ça, malheureusement, c'est une souffrance qui est irréparable. C'est d'une violence en plus. C'est d'une violence incommensurable. La manière dont on enterre nos morts en dit très long sur le degré de civilisation. C'est vrai. Alors, nombre de commentaires arrivent. Nos hommes politiques sont aux ordres, autrement dit, entre les mains de la communauté. Comment faire hors de la franc-maçonnerie? Monsieur ne fait partie d'aucune structure
a-t-il dit. Bravo, vous êtes presque libre. Bonjour maître et Mike, je suis un ancien soignant suspendu. Si je me suis fait suspendre, ce n'est pas seulement pour mon propre intérêt, c'est aussi pour alerter la population de la non-efficacité du produit injecté que nous avions constaté à l'hôpital dès avril 2021 sur les personnes injectées. Je vous trouve trop clément, maître, la désobéissance existe pour tous, même pour les juges, car nous devons agir pour le bien commun. Lorsque 2 ans plus tard, toutes les preuves montrent l'inefficacité et les effets du produit, et ces mêmes juges récusent toujours le recours d'urgence par le recours de fond, cela me semble difficile de justifier l'attitude des juges. Leur âme et conscience devront un jour y répondre devant le bien commun et devant le ciel. Il est temps de pouvoir porter plainte en groupe, tous les suspendus en même temps devant un seul tribunal. Alors moi, je ne justifie pas, j'explique. Je présente les raisons qui peuvent, encore une fois, je ne suis pas dans l'esprit et dans la tête des magistrats, mais j'expose les raisons qui, à mon sens, à mon niveau, ont permis d'expliquer, et pas justifier, mais d'expliquer les raisons du pourquoi, du comment, on a eu si peu de décisions de justice qui auraient pu, pour le coup, vraiment être très protectrices des libertés fondamentales. Elles se comptent vraiment sur les doigts de la main. On vient de citer la mise en bière immédiate. C'est un premier pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État peut mal faire. Ça veut dire que toutes les mesures qui sont prises peuvent être disproportionnées. Et ça veut dire qu'on peut faire un recours et on peut gagner. C'est ça le message qui doit être passé. Malheureusement, la plupart du temps, la presse fait plutôt les choux gras de toutes les défaites judiciaires, de tous ceux qui ont contesté les mesures prises pendant la crise sanitaire. Et évidemment, la question de la mise en bière immédiate n'a jamais fait l'objet d'une quelconque publication par un quelconque journal. Je rappelle même que Le Monde, à l'époque, avait mis en avant Stéphanie Bataille, qui avait justement perdu son père dans les mêmes circonstances, et avait mis en avant la mansuétude du gouvernement qui avait fait changer la législation compte tenu du combat de Stéphanie Bataille. Non, c'est pas Stéphanie Bataille qui a fait changer la loi, c'est parce que le 22 décembre 2020, on a mis une raclée au gouvernement en leur demandant d'annuler cette mise en bière immédiate. Donc, cette victoire judiciaire, elle est passée sous silence, et aujourd'hui, clairement, on essaie de vous faire croire du matin au soir que tous les recours en justice sont perdus d'avance et que de saisir un juge n'aura jamais aucun succès parce que c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est faux et c'est faux. La première bataille à gagner, elle est dans la tête. Alors, il nous reste 5 minutes, donc on va aller très vite. Quand Thierry Breton déclare hier que nous devrons sans doute annuler les élections allemandes, sous le prétexte, selon lui, d'interférence extérieure, on voit bien quelle est la véritable nature du régime actuel. Alors, les affaires de corruption multiple, de coups d'État permanents sont dans la nature de ce régime. Macron n'est-il qu'un commis de la superclasse de Davos ? On va aller très vite, je suis désolé. Je voudrais vraiment lire le maximum de commentaires. Merci à Maître Guyon. Ne peut-on s'appuyer sur le principe selon lequel un acte omis est toujours omis intentionnellement? Là, on revient sur le délit de mise en danger de la vie d'autrui. Il faut changer la loi si vous dites qu'une inaction est une inaction fautive, puisque justement, tout le délit de la mise en danger d'autrui, c'est de dire c'est une exception à l'action, l'acte qui peut être réprimé. Et par conséquent, la condition pour que ce type de délit commis par omission puisse être valable dans notre droit français, c'était de dire il y avait une action très précise à exécuter, vous ne l'avez pas fait, et c'est comme ça que le délit d'omission, donc la mise en danger délibérée d'autrui, est caractérisé. Donc si vous modifiez cette condition, en fait, vous modifiez l'esprit général du code pénal. On peut le faire, hein, tout est possible. Mais à mon sens, pourrait être attentatoire aux libertés fondamentales. Et moi, je n'y suis pas personnellement favorable. Alors, je suis désolé, je ne peux plus lire les commentaires. Ils arrivent, là, ils sont très nombreux. J'en suis vraiment désolé parce que le temps nous manque. Et je vais devoir laisser la place à notre ami Antoine Assaf. Comment on peut vous contacter, cher maître David Guyon? Sur tous nos réseaux. Mon cabinet avec le site guyon-avocat au singulier.fr, et le plus simple c'est soit de nous faire un mail, soit de contacter mon secrétariat. Encore une fois, nous avons 2 adorables secrétaires qui se feront toujours un grand plaisir de vous renseigner. Alors vous êtes là sur les ZFE, sur les soignants suspendus, peut-être d'autres affaires arrivent aussi? Les passoires thermiques,
Vous savez que depuis le 1er janvier 2025, si vous êtes classé F et G, vous ne pouvez plus louer votre logement. Ça pose un certain nombre de problèmes juridiques à la fois pour les locataires qui se retrouvent dans ce type de logement, mais également pour les petits propriétaires qui n'ont malheureusement pas le choix que de faire des travaux, souvent avec des aides insuffisantes et notamment avec des primes rénov qui arrivent parfois 2 ans plus tard, ce qui est source d'un très grand nombre de contentieux. Ah oui, ben ça, faut le savoir pour le coup. Ah oui. Parce que voilà, on nous dit oui, la loi permet ceci, cela, mais en fait, voilà, si ça arrive 2 ans en retard. Ah bah, les primes rénov, c'est un contentieux au sein de mon cabinet. J'en ai parlé très souvent et très régulièrement. D'accord. Quand vous vous retrouvez dans ce type de situation, la première chose, vous contactez votre assurance parce que souvent vous avez droit à une prise en charge des frais d'avocat. Vous demandez le paiement de votre prime rénov, mais également l'indemnisation de toutes les conséquences dommageables. C'est vous qui avancez les frais, du coup ça vous cause quand même un préjudice. Et vous saisissez le juge administratif avec un référé provision pour demander le paiement d'une somme qui vous a été accordée, mais qui arrivera 3 ans plus tard si vous faites rien. Ah ben voilà, ça c'est l'État. Ça veut dire que lorsqu'il vous demande de payer quelque chose, c'est tout de suite. Mais lorsque c'est à lui de payer, c'est 2 ans plus tard en fait. C'est 2-3 ans plus tard. Et ça, c'est un contentieux vraiment extrêmement massif que nous, on traite au sein du cabinet. Parce que c'est bien joli de nous dire de réparer et d'entretenir les passoires thermiques. Mais si derrière, vous ne donnez pas les moyens, on en subit les conséquences. Et je pense qu'il va se poser une question de responsabilité sans faute pour les petits propriétaires. C'est-à-dire ceux qui se retrouvent spoliés et expropriés finalement indirectement de leur propriété, qui pourront se retourner contre l'État pour demander une réparation, même si la loi de 2021 sur climat et résilience a été considérée comme légale. Merci à vous, cher maître Guyon, pour toutes ces informations. Je vous remercie d'avoir été si nombreux. On se retrouve la semaine prochaine et je laisse ma place à notre ami Antoine Assaf. Je crois que c'est le libre journal de la jeunesse. Ah oui, il a toujours su rester jeune, notre Antoine. Allez, salut, ciao!